Comment ils vont mes petits foies de veau? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans la rubrique de G. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'un omnibus, l'omnibus Fantastic Four par Mark Waid et Mike Wieringo. C'est disponible évidemment chez Panini Comics. Ça fait 80 €, ça pèse environ le poids d'un bébé quand même malgré tout. Et il y a 864 pages. Je sais pas si vous voyez un peu l'épaisseur du truc, on est sur un très très beau bébé et ça collecte les épisodes des 4 Fantastiques, les Fantastic Four, entre octobre 2002 et mai 2005. Ça couvre une très grande période de l'histoire de cette famille. On va faire une partie sans spoil, tranquille, comme ça ceux qui n'ont pas encore lu ces épisodes et qui voudraient se lancer dedans, eh ben voilà, rassurez-vous, je vais vous donner mon avis d'une manière claire, succincte, rapide. Alors pas sur l'intégralité des épisodes, tu t'en doutes, mais ça va vous permettre au moins d'écouter mon avis en vous disant ouf, tonton GG va pas me spoiler, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, je vais me faire un petit kiff avec une partie spoil, parce qu'il y a tout un tas d'éléments, tout un tas de choses qui se passent au travers de ces épisodes qui, moi, m'ont bouleversé, où j'ai adoré en fait ce que j'ai lu et j'ai juste envie en fait d'en parler avec ceux qui, comme moi, ont eu le plaisir, la chance, le privilège de pouvoir lire ces épisodes. Et puis voilà, je pense qu'on sera déjà pas mal. Je voulais juste vous dire un petit mot sur les 4 Fantastiques, qui je trouve, ça fait quand même de très nombreuses années qu'ils sont pas à la fête du côté de chez Marvel. On a eu une grande période où ils étaient tout simplement plus là. Bon, dis donc, ils avaient disparu, les 4 Fantastiques. Et puis ils sont revenus. Oh là là, je me rappelle du jour de leur retour, j'étais ému, c'était Dan Slott qui allait être au scénario, il sortait de Spider-Man, on se disait putain ça va être exceptionnel, il y a moyen qu'ils fassent quelque chose de grand, de bien, ils sont de retour et c'était de la merde. Et il est resté longtemps, le bougre. Ouh là là là, qu'il est resté longtemps. Et depuis, je crois qu'il y a un nouveau scénariste sur la série. Mais je sais même pas qui c'est, j'ai pas lu de nouveaux épisodes. Voilà. Et je sens, alors pas que depuis quelques temps, mais depuis déjà un petit moment, un petit désamour des lecteurs envers les Fantastic Four. Peut-être même un peu de déviance. Défiance. Attention. Attention à utiliser les bons mots. Peut-être même un peu de défiance. Voilà, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise image des Fantastic Four, une image un petit peu galvaudée. Et bon, c'est pas que ça m'embête, je m'en bats les couilles, j'ai pas des parts chez Marvel, qu'on soit bien d'accord. Mais je trouve ça dommage parce que j'adore vraiment cette équipe. Parce que c'est pas une équipe de super-héros. Non, c'est une famille. Et ça, c'est un concept qui, moi, me plaît énormément. Alors, je me doute qu'en 2023, c'est un petit peu compliqué, peut-être, le concept de la famille et de la famille de super-héros. Mais moi, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Parce que je me dis, peut-être à tort, mais c'est dans mon imaginaire, qu'une famille de super-héros est nécessairement plus unie que des héros qui, à un moment donné, se rassemblent pour affronter un ennemi. Quand c'est une famille, quand il y a des liens de sang, des liens de mariage, des oncles, des tantes, ce genre de trucs, je trouve que c'est nécessairement plus solide que simplement des rencontres avec, pendant un moment donné, une Justice League, les Avengers, ce genre de choses. Alors là, mais c'est complètement mon imaginaire qui rentre en ligne de compte. Mais moi, une famille unie pour affronter le danger, oh putain, ça me parle. Et puis c'est pas n'importe quelle famille. C'est une famille avec des individualités très très fortes, où chacun des membres est vraiment vraiment particulier, a une psychologie vraiment particulière, une psychologie qui leur est propre, des pouvoirs vraiment particuliers, et ils ont, chose qui est exceptionnelle, une manière d'interagir les uns avec les autres qui rend en fait leur relation complètement unique, complètement atypique, et c'est une famille. Et j'adore ça, j'adore. L'autre truc que j'adore avec les 4 Fantastiques, c'est que c'est des explorateurs, c'est des aventuriers. Moi, quand je disais ça quand j'étais gamin, tu pouvais les retrouver dans la zone négative, au fin fond du cosmos. T'étais plus sur Terre la moitié du temps et t'étais vraiment dans une fusée, dans un machin. T'allais combattre Galactus. Enfin, c'était de l'évasion à chaque épisode, de l'imaginaire. À chaque épisode, tu pouvais potentiellement rencontrer une nouvelle race d'extraterrestres, des nouvelles bêtes, des machins, des monstres. J'adorais ce délire. C'est peut-être un délire qui s'est peut-être un petit peu perdu avec le temps, mais moi j'avoue que j'adore ça. Et puis surtout aussi, qui dit les 4 Fantastiques, qui dit super-héros au sens large du terme, dit des super-vilains. Voilà, une galerie de vilains qui tourne autour d'eux. Et je vais te dire, il y en a quand même de beaux autour des 4 Fantastiques. Galactus, le dévoreur de monde. Oh, alors là, moi, Galactus, il continue à me faire rêver.
Le fait que cette puissance cosmique puisse arriver sur n'importe quelle planète pour l'anéantir, pour se nourrir de cette planète, de l'essence même de cette planète, rend cette menace totalement extravagante. Et quand tu le vois débarquer sur Terre et que les 4 fantastiques vont devoir lui poutrer la gueule, moi, ça me fait rêver, vraiment. On n'a pas été gâté au niveau des films, je trouve. Il faut espérer que les années prochaines, on aura des choses beaucoup plus intéressantes. À voir, en tout cas, ça me fait très très envie. Forcément, j'ai envie d'avoir des films des 4 fantastiques. Et pour revenir sur les méchants, voilà, si je devais faire un top de mes méchants préférés, Fatalis, le Docteur Doom serait très 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 haut. Oh là là, mais il serait vraiment vraiment très haut. Parce que je le trouve absolument incroyable. Et il est intimement lié aux 4 fantastiques. Et il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a l'homme taupe aussi. Non, ça c'est de la merde. Mais bon, c'est marrant à lire de temps en temps. L'homme taupe. Le premier ennemi des 4 fantastiques, malgré tout, si je dis pas de bêtises. Voilà, moi les 4 fantastiques, c'est un truc qui me fait rêver. Bon alors, de quoi ça parle cet omnibus? Parce qu'on est là, on papote, mais on n'avance pas. Excusez-moi, petite gorgée de café. Alors, quel est le pitch de cet omnibus? Eh ben, il n'y en a pas. Tiens, malin, tu l'as pas vu venir celle-là. Il n'y en a pas, tu retrouves les 4 fantastiques, et tu vas suivre leurs aventures. Tais-toi, arrête, donne 80 € et laisse-toi guider. Ouh là là, mais tu poses des questions toi aussi. Oh, c'est fou ça. Non, il n'y a pas de pitch. Voilà, tu vas suivre cette famille. Il va leur arriver un tas de trucs. Oui, évidemment, le Docteur Doom, Docteur Fatalis, va occuper un grand moment de cet omnibus. Et oui, ça va être une histoire, un affrontement avec le Docteur Doom qui va être totalement dingue. Il va pas y avoir que ça, mais ça va être totalement dingue. Évidemment, on va te parler de cette famille, on va te parler de Johnny Storm, on va te parler de Ben Grimm, de leurs soucis, de leur intimité, des choses qui les amusent, des choses qui les rendent tristes. Et c'est tout ça en fait, c'est tout ça. Mais avant toute chose, oh, putain, une aventure avec face au Docteur Doom, putain, au Docteur Fatalis. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous seriez prêt à abandonner le nom de Docteur Fatalis pour revenir au nom originel, le nom en VO, le Docteur Doom? Moi, pendant des années, j'étais pas prêt à faire ce chemin-là, et maintenant, je me sens quand même beaucoup plus prêt. Je trouve que Docteur Doom, putain, ça envoie quand même du lourd. Fatalis aussi, hein. Docteur Doom. Petite préférence pour Docteur Doom au final. Et je vais vous expliquer pourquoi une petite préférence pour Docteur Doom dans la partie spoil. Grosso modo, voilà, je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de pitch, vous allez suivre cette famille, c'est déjà pas mal. Le premier épisode est pour moi capital, il est hyper important. Et si vous avez jamais lu des 4 fantastiques et que vous avez l'occasion simplement de lire ce premier épisode, allez-y. Parce que je trouve que Mark Waid, il arrive peut-être à un moment donné où il y a des lecteurs aussi qui doutent peut-être de cette capacité des 4 fantastiques à être encore un peu plus le fer de lance de cet univers Marvel. Il y a peut-être des lecteurs qui ont le sentiment qui sont has-been et ce genre de choses. Et Mark Waid et Mike Wieringo, ils vont apporter une réponse mais totalement géniale en nous représentant les fondamentaux de cette équipe et en insistant sur le fait que c'est une famille. Et à la fin, vous terminez ces 22 pages. Et moi, je me suis dit, à la fin de cet épisode, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Il n'y a pas à discuter de oui, peut-être que... Non, c'est les meilleurs. Et à la fin de cet épisode, eh ben, j'en étais convaincu. C'était la meilleure présentation des 4 fantastiques que pouvait faire Mark Waid en arrivant sur son... pour débuter son run. J'ai adoré ça. Vraiment, vraiment. Ensuite, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de mon avis, en zone... sans spoil, les 3/4 de cet omnibus, voilà, c'est vraiment face à Docteur Doom que ça va se jouer. Et ensuite le dernier quart, je ne vais pas vous révéler contre qui ça se frite ni quoi que ce soit, mais c'est la partie qui moi me plaît le moins. Voilà, je trouve que c'est un petit peu plus anecdotique et ça, voilà, je trouve que ça passe moins. Je trouve que les climax de cette série est vraiment avec Doctor Doom et toutes les incidences que ça peut avoir. Un autre point positif que je voulais quand même vous dire et qui c'est quelque chose que j'apprécie vraiment et notamment à cette époque-là, c'est que ce récit est véritablement ancré d'une certaine manière. Mais on va y revenir dans la zone spoil, dans l'actualité réelle de notre monde à cette époque-là. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, quand les comics te permettent de réfléchir à des situations que tu as autour de toi dans le présent.
Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment chouette. Voilà, un autre petit truc pour un petit point négatif, mais c'est pas un point négatif, c'est un point à recontextualiser. On est au début des années 2000 et clairement le monde, 20 ans plus tard, est vraiment vraiment différent, notamment dans les relations hommes-femmes. Et recontextualiser tout ça hein, quand vous voyez Johnny Storm, hein, parce que de temps en temps il a une attitude qui à l'heure actuelle mériterait peut-être un petit hashtag sur Twitter. Allez pas me cancel cette série, hein, soyez pas débiles, hein, ça n'a rien à voir là-dedans, faut recontextualiser. Les rapports étaient différents, la société a grandi, évolué, tant mieux. Principalement pour à peu près tout, tant mieux. Il y a des fois des trucs où on ferait mieux des fois de se détendre un peu, mais grosso modo, même moi en relisant, j'ai vu des trucs de Johnny Storm où tu te dis, t'es limite un coco hein, quand même avec les dames. Hein. Juste un petit avis en passant. Pour revenir sur Mike Wieringo, si je dis pas de bêtises, il est mort en 2007. C'est pas un artiste que je connaissais beaucoup. Je trouve que son trait est absolument magnifique. J'adore ce qu'il fait. Malheureusement, je trouve que c'est peut-être pas forcément le bon choix pour cette histoire. Ce qui est complètement couillon parce que Mike Wieringo est un énorme fan des 4 Fantastiques et c'est parce qu'il y avait Mike Wieringo que Mark Waid a décidé de venir scénariser. Donc c'est forcément nécessairement le bon choix. Mais de temps en temps, notamment dans les 3 quarts de cet omnibus, il y a une vraie gravité dans le propos. Voilà, il se passe des choses qui ne sont pas roses, loin de là, il se passe des choses extrêmement poignantes, et ça envoie du steak. Et de temps en temps, je trouve qu'il a un trait qui est pas enfantin, mais qui est très cool, voilà, où ça manque de gravité, où tu vois, j'aurais bien vu un David Finch ou un truc comme ça de temps en temps sur certains épisodes. Néanmoins, c'est un travail absolument magnifique et Mike Wieringo doit être évidemment remercié et honoré pour tout ce qu'il a apporté dans le monde des comics, bien sûr, et notamment sur cette série. C'était un grand monsieur et on peut que le saluer et le remercier pour ce qu'il a fait. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, si vous n'avez pas lu ce bouquin, on se claque tous de bises. Hein, on se dit à bientôt dans les rubriques de G. Et la sortie, elle est là-bas. Et maintenant, on va rentrer dans la zone spoil. Donc si vous vous en foutez de vous faire spoiler, restez. Mais là, à partir de maintenant, je vais envoyer du steak. Donc comme je disais, il y a des moments qui sont vraiment, vraiment ultra épiques. Dans cette série, dans cet omnibus. Si on était au cinéma, c'est des moments où tu te lèves de ton siège pour jeter ton popcorn. Alors peut-être pas, on n'est pas des connards, mais c'est des moments où je pense que tu t'accroches à tes accoudoirs et tu restes vraiment, vraiment scotché. Et il y en a plusieurs comme ça que j'ai listés qui m'ont vraiment fait kiffer. Quand Doctor Doom il revient et que tu vois donc du coup qu'il va changer un tout petit peu son fusil d'épaule, qui va beaucoup plus aller du côté sorcellerie que du côté scientifique en fait de sa personnalité. Wow, déjà ça envoie du steak. Et quand on voit qu'il va changer en fait d'armure et qu'il va avoir une nouvelle armure en sacrifiant son premier amour, je trouve ça totalement ouf. Il se fait une nouvelle armure en faisant en fait un pacte avec des démons. Et pour que ce pacte soit honoré, il offre son premier amour, hein, il fait une offrande, hein, ni plus ni moins, il la sacrifie, et son armure est faite avec les morceaux, la peau de son premier amour. Et je trouve l'idée totalement folle. Déjà parce que c'est ultra stylé comme idée, et ensuite parce que ça permet d'installer le Docteur Doom dans une situation complètement atypique, complètement dingue, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression que cette fois-ci, il y en a eu plein des bagarres avec les 4 Fantastiques, c'est pas la question, mais tu te dis, cette fois-ci, le mec il est vraiment prêt à changer des choses, et il a psychologiquement franchi un autre cap. Il est prêt à sacrifier son premier amour pour défoncer les 4 Fantastiques. Et là tu te dis, waouh, le mec il est vraiment pas là pour rigoler. Et j'adore cette idée-là, parce que déjà graphiquement elle est incroyable. Et ensuite parce que ça permet d'installer l'ennemi, le protagoniste, cet adversaire d'une manière absolument sensationnelle. Tu te dis, waouh, il est prêt à tout, et j'adore cette idée. Ensuite, avant, je ne saurais plus vraiment, mais en tout cas, il y a une première attaque en fait dans le Baxter Building.
Et on voit Valeria qui est témoin d'attaques de monstres, de trucs comme ça. Et on ne sait pas vraiment voilà, qui a fait ça, qui a pu attaquer les 4 fantastiques. Et on se pose la question. Et la petite Valeria, à l'époque, elle est vraiment toute bébé. Et on nous explique qu'elle a toujours pas dit son premier mot. Et c'est mignon, et tu te dis, oh, ça va être quoi son premier mot et tout. Et à un moment donné, la révélation aux 4 fantastiques de savoir qui les attaque, c'est le premier mot de Valeria. Et elle va juste dire en fin d'épisode, cliffhanger de ouf, Doom, Fatalis. Voilà pourquoi je préfère Doom, du coup. Parce que je trouve que quand, en VO, quand elle dit Doom, c'est beaucoup plus. Je le fais bien, Doom. C'est beaucoup plus naturel que Fatalis. Pour ceux qui ont des enfants, tu te doutes que le premier mot d'un enfant, ça peut pas être un mot en 8 syllabes. Hein, malin. Non, ça va être un truc relativement simple, babebi bobu. Et là, le fait que ce soit Doom, moi ça m'a totalement renversé et j'adore lire la stupeur dans les yeux des 4 fantastiques. Oh putain, c'est lui quoi, tu vois, il est de retour et il vient pour nous faire du mal. Et j'adore ce moment-là, c'est totalement ouf quoi. Évidemment, il va y avoir cet affrontement incroyable avec le Docteur Doom, avec le Docteur Fatalis. Putain, je vais pas y arriver. Hein. Et à un moment donné, Reed, il se fait défigurer. Il réussit, Fatalis, à lui mettre la main sur le visage et à lui défigurer la gueule. Et donc, Reed est désormais défiguré. Et j'adore l'idée. L'idée, elle est trop bien. Parce que Reed et Fatalis, ils ont une histoire commune, une histoire qui les unit. Ils sont adversaires, ils se ressemblent, ils sont rivaux sur tous les plans, notamment le plan des sciences. Et finalement, ils sont très très proches. Et en le défigurant, tout de suite après, j'ai eu le sentiment, la peur, et c'est là où Mark Waid il est putain de fort, parce qu'il a vraiment tissé cette peur-là, de se dire, mais est-ce que Reed, il est pas en train de devenir un peu un fataliste, quoi? Est-ce que le fait d'être défiguré comme Victor Von Fatalis est pas en train de le faire vriller comme l'autre, il a pu vriller? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre Reed Richards? Est-ce qu'il n'est pas en train de devenir un monstre lui aussi? C'était totalement ouf, quoi. J'ai adoré ça. L'autre truc que j'ai noté, c'est l'invasion de la Latverie. Une fois que les 4 fantastiques sont débarrassés de Doom, de Fatalis, putain, je vais galérer. Hein. D'habitude, voilà, les 4 fantastiques ils rentrent chez eux, et puis voilà, qu'on sait qu'il va revenir à un moment donné. Voilà. Mais là, Reed Richards, il est tellement convaincu que Fatalis il va revenir et il leur a tellement fait du mal. Il a pris Franklin, il l'a mis en enfer, il a essayé de faire du mal à Valeria, il a défiguré Reed. Il sait que Reed il est convaincu, il sait qu'à un moment ou un autre il va revenir et qu'il va vouloir refaire du mal à sa famille. Et il veut absolument essayer de prendre le contrôle de la Latverie pour lui retirer en fait toutes les ressources. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant déjà à lire, et ensuite dans le sous-texte. Parce que, alors j'ai vérifié les dates parce que j'étais pas tout à fait sûr, mais on est à l'époque en fait où il y a la deuxième guerre d'Irak, où les Américains ils débarquent en Irak, ils dégagent Saddam Hussein et puis ils occupent le pays, ni plus ni moins. Et grosso modo, tu as ce sous-texte là qui est très léger. Si tu lis ces épisodes-là à l'époque, c'est quasiment conjointement avec l'actualité, et forcément en fait tu es obligé de faire des liens, mais 20 ans plus tard, les liens ne sont pas forcément aussi visibles, et tu es obligé de faire ce petit travail de recontextualisation, et c'est super intéressant. C'est léger, mais c'est présent malgré tout. Cette idée de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Une fois que tu as dégagé le grand méchant, qu'est-ce que tu fais avec le peuple? Le peuple qui continue à aimer ce grand méchant-là, parce qu'ils connaissent pas la liberté, ils n'ont pas la même culture que nous, ils n'ont pas la même histoire, ils ont été mis sous une cloche, et c'est hyper compliqué. Et je trouve que Mark Waid, il le fait, il montre ça, quelques pistes que je trouve vraiment intéressantes. Et ça me plaît quand les comics avec notre actualité, vraiment. Et que ça permet au lecteur de réfléchir, de se faire peut-être pas son opinion, mais en tout cas d'avoir peut-être une réflexion sur l'actualité. C'est ce qui me plaît dans les comics, vraiment. C'est aussi ça. Et puis, le dernier truc qui est complètement méta, mais j'avais envie quand même d'en dire un mot.
quand Ben, la chose, en fait, il est mort et que, voilà, Reed, il veut réparer les choses et il décide d'aller rencontrer Dieu, quoi. Rien que ça. Dis donc, il est ambitieux, Ridounet. Et il part rencontrer Dieu et j'adore l'idée. Parce qu'on tout au long en fait de l'épisode, tu te demandes qui est Dieu, comment Dieu, qu'est-ce que c'est que Dieu. Enfin, tu vois, voilà, t'as envie de savoir quoi. Et tu te rends compte que dans cet univers, Dieu c'est Jack Kirby quoi. Et j'adore l'idée. Évidemment que Dieu c'est le dessinateur, c'est le scénariste, bien sûr. C'est un hommage magnifique de la part de Wade et Wieringo sur Stanley, à propos de Stanley, à propos de Jack Kirby. La fin est un peu, comment dire, c'est gentillet, c'est peut-être un petit peu facile, mais moi ça me plaît en fait l'idée. L'idée me plaît. Mais par contre, je suis convaincu qu'il aurait dû s'arrêter là. C'est-à-dire que tu fais cette fin-là, elle est très bien si tu continues pas derrière, je trouve. Et derrière, il y a d'autres épisodes avec le sorcier, avec Galactus, euh, qui pour moi, non, ça n'arrive pas du tout au même niveau, mais on est vraiment sur le dernier quart. Ça reste bon, ça reste sympathique, et puis ça reste que mon avis, hein, surtout, hein, ça se trouve, vous aimerez. Hein. Mais la suite, pour moi, elle est beaucoup plus anecdotique. Et je trouve que ça aurait été vraiment intelligent, malin, utile aussi à la série de terminer avec Dieu, Jack Kirby, tout ça, de faire un drop de mic et allez, salut tout le monde, on laisse la place à un autre, tu vois. Et ça, putain, j'aurais adoré. C'est pas ce qui s'est passé, c'est comme ça, c'est pas grave, ça reste malgré tout vraiment, vraiment un omnibus absolument fantastique. Je suis très très content d'avoir pu faire cette vidéo, d'avoir parlé avec vous des 4 fantastiques. Je pense que j'en reparlerai. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans l'année, je sais pas, mais en tout cas j'en reparlerai notamment parce que Panini a décidé de sortir plutôt en omnibus le run de Jonathan Hickman sur les FF. Je crois que c'est pour mars ou avril, je te dirais une bêtise, de toute façon ça va être repoussé, ça sortira quand ça sortira, on connaît Panini maintenant, on s'en fout. Mais vraiment, alors moi c'est des épisodes, j'en ai un tout petit peu en deluxe, je les ai beaucoup en fait en kiosque et je vais évidemment me les reprendre en omnibus parce que moi je les aurai dans un format très grand, définitif. J'espère que ce sera dans le bon ordre, on connaît Panini, des fois c'est un peu de la merde, mais en tout cas j'espère que ça aura de la gueule. Est-ce que je peux vous inviter à aller... Je sais compliqué de conseiller un omnibus. C'est très compliqué. C'est 80 balles. Et pour moi, c'est pas des formats que je peux conseiller. Parce que vraiment, je trouve ça cher. Et je trouve que c'est difficile aux gens Enfin, c'est difficile de conseiller de dépenser 80 balles aux gens. C'est pas une paille quoi, pour découvrir un récit. Si tu me dis comment... Enfin voilà, par exemple, une série qui va être en 10 tomes et à la fin ça va te coûter 200 €, ça me fera pas le même effet parce que tu peux dire bah achète le tome 1 à 20 balles, à 18 balles, et puis fais-toi ton avis et tu vois si tu achètes la suite. Là non, c'est tout de suite 80 balles qu'il faut applater et c'est difficile. Celui-là, enfin l'omnibus des FF de Hickman, moi je sais que j'ai adoré, mais attention, c'est du Hickman. Hein. Et c'est du Hickman bien perché, voilà, il fait gratter, il se fait gratter le front. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas forcément simple à suivre. J'ai vraiment vraiment adoré, mais ça mérite une lecture, une relecture, voilà. Hein. C'est pas simple. Donc c'est difficilement conseillable. À vous de voir. En tout cas, je sais qu'on en reparlera sur cette chaîne à un moment ou à un autre. Merci de m'avoir écouté. C'est cool. Je vous dis à bientôt dans la rubrique de G. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner évidemment, à partager cette vidéo. C'est le meilleur moyen de récompenser votre humble serviteur pour le travail accompli. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans la rubrique de G. Salut.